Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Les experts de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont rendu public ce mercredi 11 mars les résultats de leur audit du fichier électoral guinéen. Quel contenu et comment ont-ils été accueillis par le pouvoir guinéen? Je reçois pour en parler Rachid Ndiaye, il est ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Il est mon invité du jour. Monsieur le ministre, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer très rapidement, qu'est-ce qui avait finalement motivé le président Alpha Condé à reporter le double scrutin législatif et référendaire à la fin du mois de février dernier, alors qu'ils étaient initialement prévus pour le 1er mars? Non, je crois qu'il faut introduire une nuance. Ce n'est pas le président qui a reporté, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui, selon la loi, est la seule institution habilitée à annoncer une date. Le président, lui, il ne signe en général que le décret convoquant le corps électoral une fois que le CENI propose. Bon, c'est vrai, il a été l'autorité qui a relayé le message à la fin. Pourquoi? Parce que la CENI elle-même, elle a estimé que dans le contexte dans lequel on était, pour enlever tout prétexte à un futur procès en illégitimité, c'était tout à fait nécessaire de se donner le temps matériel pour essayer de donner les dernières satisfactions à l'ensemble de leurs partenaires afin de pouvoir aller vers des élections crédibles, transparentes et sincères. Monsieur le ministre, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, comme vous le savez, avait mis des réserves par rapport au fichier électoral. Les experts de la CEDEAO viennent, je l'ai dit, de rendre public les résultats de leur audit. À peu de choses près, ils sont similaires aux avis de l'OIF. Comment avez-vous accueilli l'annonce de ces résultats? Bien, je crois qu'on a accueilli à la fois avec réalisme mais aussi avec un certain étonnement. Parce que si vous pouvez, comme vous pouvez le constater, tout cela, la dernière chaîne, ça s'est déclenché la semaine même du scrutin, où on a eu d'un côté ce communiqué de l'OIF, on a eu une proposition de l'arrivée à Conakry de 3 chefs d'État de la CEDEAO. En même temps, on a eu la CEDEAO qui menaçait de renvoyer ses experts. Oui. Et tous ces éléments-là, disons, c'était des éléments techniques qui étaient mis en avant. On s'étonne que ces éléments n'ont pas été soumis à la partie guinéenne des mois beaucoup plus tôt. Ce qui quand même donne quand même un petit peu à réfléchir. Quand on regarde un peu le rôle de la CEDEAO dans la sous-région, je crois que les précautions extrêmes qui ont été prises vis-à-vis de la Guinée, si on l'avait pris envers d'autres pays africains aujourd'hui, les résultats ne seraient pas les mêmes. Mais enfin, qu'importe. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a eu des contingences techniques qui ont été évoquées, auxquelles les partenaires techniques souhaitaient que des réponses soient données. Et c'est ce qui a été fait avec l'envoi des experts de la CEDEAO qui sont venus auditer donc, ce fichier. Bon, je crois que, sans rentrer dans les querelles internes, l'OIF elle-même avait déjà reçu des réponses de la CENI concernant certaines inquiétudes qui ont été exprimées beaucoup plus tôt. Mais ces inquiétudes ne se sont pas traduites dans le communiqué. Tout ça, c'est pas grave, parce que nous sommes dans une logique où il faut être transparent jusqu'au bout. Absolument. Vous parlez de transparence, et c'est très bien, monsieur le ministre. Les faits sont là. L'OIF parle de 2,5 millions d'inscrits dont la situation n'est pas claire. Il y aurait des personnes qui sont encore mineures, il y aurait des personnes décédées. Les experts de la CEDEAO parlent de 2,4 millions d'inscrits aussi dont la situation reste problématique. Ça veut dire qu'il y a une réalité concrète dans le fichier. Alors cette réalité, je crois que d'abord le premier élément à mettre en avant, il ne s'agit pas d'électeurs fictifs, il s'agit d'électeurs qui ont déjà pris part au scrutin. C'est-à-dire que ce sont des électeurs qui ne se sont pas représentés dans le dernier recensement afin que leurs données soient archivées dans le processus numérique. Ce n'est pas des électeurs qui sont fictifs, c'est des électeurs qui existent, qui prennent part au vote. Bien. Bon, et il y en a forcément qui sont décédés maintenant. Oui, mais vous savez, quand vous regardez par exemple dans les conclusions de la CEDEAO, on vous dit que par exemple 93 personnes
ont des dates de naissance qui ne correspondent pas franchement. Sur 11 millions d'inscrits, je crois que là, c'est quand même un élément marginal. Il y a des doublons. Comme enfin, 7 millions, pas 11 millions, 7 millions. Mais 7 millions. Passons, il y a des doublons, comme ça existe dans tous les fichiers électoraux, puisque, évidemment, tout ce fichier national se construit de manière progressive. Mais je crois que ce qui est important dedans, c'est de voir la volonté de transparence qui se manifeste du côté du gouvernement. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, on aurait pu faire l'élection à la date indiquée. Mais pour essayer d'aller donner satisfaction complète en disant, bon, puisque si c'est l'élément de divergence qui peut faire aujourd'hui qu'on n'aille pas aux élections, c'est important de donner cette satisfaction-là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Ce qui va se passer, c'est que suite aux recommandations de la CEDEAO, la CENI va donc soustraire ces 2 438 000 électeurs qui posent quelques problèmes, et puis aller au double scrutin. Je crois que la CENI va, après avoir surmonté cette partie technique, va donc prendre l'avis de la Cour constitutionnelle afin de proposer une autre date d'élection qui sera validée, afin que les Guinéens puissent se rendre aux urnes, puisque d'un côté, beaucoup de gens sont pressés d'avoir des résultats sur ces questions-là. De l'autre, il y a beaucoup de Guinéens aussi qui souhaitent aller à l'élection. C'est vrai, vous avez tout à fait le mandat de l'Assemblée nationale espérez. Le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à terme depuis 2018. Elle a été prorogée de 1 an par la Cour constitutionnelle. On ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, à rester dans un pays où la représentation nationale ne puisse pas prendre part à son travail législatif. C'est vrai. Et de l'autre côté, il y a évidemment la Constitution, qui est une des constitutions, la 5e du pays, qui est la plus progressiste qu'on ait jamais pu adopter dans ce pays. Et c'est aussi important que... Ça veut dire que vous maintenez, Monsieur le ministre, le projet de réforme, de changement de la Constitution? C'est le double scrutin qui est prévu. Et donc, je crois qu'une fois qu'on sort de ces considérations techniques, qui sont des réponses ultérieures seront données à toute cette soustraction. Mais, encore une fois, je vais vous faire remarquer que les critiques qui ont été adressées ne s'adressent pas au président. Les critiques s'adressent au fichier national qui est géré par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et qui est, je le rappelle, composée sur une base paritaire. 7 membres de l'opposition, 7 membres de la majorité, 2 responsables de la société civile et un représentant de l'administration. Et vous espérez, Monsieur le ministre, qu'une fois ces modifications apportées par la CENI, l'opposition, votre opposition, accepte enfin de participer à ce double scrutin? Écoutez, bon, sur le plan technique, c'est un peu compliqué puisque ces 2 partis de l'opposition qui étaient représentés à l'Assemblée, qui se sont soustraits au processus... Qui sont des partis très importants de la vie politique. L'un avait 37 députés, l'autre avait 10, c'est vrai. Mais à partir du moment où ils ont décidé de se soustraire de manière unilatérale au processus, c'est difficile, on ne peut pas parler à leur place. On regrette que... Vous ne pouvez plus, la CENI ne peut plus maintenant rouvrir les candidatures pour que enfin ces partis fassent acte de candidature? Ce n'est pas ce qui est d'actualité aujourd'hui. C'est le temps maximum a été donné à tous les acteurs politiques de s'inscrire dans le processus. On ne peut pas indéfiniment reporter un processus pour des petites questions préjudicielles qui sont posées à chaque occasion et qui empêchent la population de se prononcer, de choisir ses représentants et de donner son avis sur le projet de constitution. Ça veut dire, Monsieur le ministre, que vous maintiendrez ce double scrutin, y compris quand il reste boycotté par l'opposition? Écoutez, dès le départ, cette opposition a choisi de ne pas participer. Je crois que la question s'adresse beaucoup plus à l'opposition. À savoir aujourd'hui, est-ce qu'elle souhaiterait à un moment ou un autre, quand elle souhaiterait rentrer dans le processus, mais on ne peut pas arrêter toute une machine sur les interrogations de 2-3 forces politiques. Merci. Merci à vous, Rachid Ndia. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.